voilà, nourrit quelque chose de malsain. Mais il n'y a aucun souci à parler de ces sujets. Mais il y a une différence entre parler de l'invasion des mosquées, qui sous-entend l'invasion des musulmans. Et ils viennent d'où? Ils arrivent avec leurs lances, leurs sabres sur dromadaires, chameaux et autres chevaux. Non, mais non, ça c'est fini. On parle des enfants de France, pour 90%, 99% de ceux qui prient dans ces lieux de culte. On doit être égaux. Les cultes sont égaux en théorie. Aujourd'hui, oui, il y a un rattrapage. Il y a des phénomènes sociologiques qui sont connus aux quatre coins de la planète, qui ont été étudiés par des sociologues, des historiens. Lorsque vous avez une vague d'immigration, en général, la génération qui suit, les deux générations qui suivent, ont un repli identitaire qui est analysé depuis 50 ans déjà. C'est le retour à la source, le retour à la racine, qui avait d'ailleurs été évoqué par Simone Veil. Enfin, il y a 50 ans, il n'y avait pas cette poussée. Si vous voulez continuer à masquer, c'est différent. Mais bien entendu. Il faut pas en parler. On parle de plusieurs millions de personnes. On parle de plusieurs millions de personnes, de millions de Français dans notre pays. Et vous faites le lien entre le culte de ces millions de Français avec quelques cas de fêlés qui, à un moment totalement désorientés, exclus socialement, déboussolés, se sont retrouvés à prendre des billets d'avion suite à des images vues sur Facebook pour aller se faire tuer en Syrie. Et puis la une de Valeurs Actuelles, pour clore cette revue de presse, Immigration enquête sur le grand remplacement, avec cette photo, ce photomontage. Mais ce matin, quelqu'un dans la rédaction m'a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vraie photo? Donc c'est le drapeau algérien sous l'Arc de Triomphe. Oui. Alors, le drapeau algérien, on l'a beaucoup vu sur les Champs-Élysées et autour de l'Arc de Triomphe. Donc c'est pas vraiment une surprise. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce grand remplacement? Ce grand remplacement. Écoutez, quand on n'utilise pas des mots choc, des phrases choc, eh bien, il n'y a pas de débat. Donc, si on est gentil, et si on dit les choses avec... Ou alors on pervertit le débat. Comment? Ou alors on pervertit le débat. Ou alors on pervertit le débat, exactement. Donc, le choix, c'est de provoquer le débat. Et c'est le cas. Et c'est le cas. C'est une thèse, d'abord. Le grand remplacement, c'est une thèse. Oui, qui est très en vogue à l'extrême droite, qui fait débat. Il y a quelques semaines, j'avais interviewé Marine Le Pen et après on a dit qu'elle avait été piégée par la question. Je lui ai demandé si elle était pour, justement, si elle défendait cette idée du grand remplacement. Et à l'époque, elle avait dit non, justement. Et ensuite, son entourage avait rétropédalé, parce qu'on sent que au sein du Front National, cette question... Donc c'est une thèse, et là, je trouve qu'il y a danger, justement. Cette expression cache bien d'autres choses. Je ne suis pas en désaccord, parce que c'est un terme qui, effectivement, interpelle, choque, et donc... Est-ce que dans l'histoire, ça existe, ça, déjà, le grand remplacement? Je ne parle pas du Moyen-Âge, des conquêtes barbares, je parle de l'histoire moderne. Est-ce que ça a existé, le grand remplacement? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une vue totale de l'esprit? Est-ce que ça n'est pas une manière de ranimer de vieilles rancœurs, d'exacerber à nouveau le racisme? Est-ce qu'on peut se référer à l'histoire, forcément? C'est pas parce que ça n'a pas existé que ça n'existera pas. Je veux dire, bien sûr, encore que l'histoire se répète tout le temps. Souvent. Et en général, on va chercher dans l'histoire la réalité, le réalisme d'une solution, enfin de la solution à un problème. Que je sache, moi, ça n'est pas arrivé encore. Les Américains, oui, c'est pas totalement remplacé. Il y a eu les Américains, effectivement, je vous l'accorde. Les Latinos, maintenant, les Latinos remplacent les WASP aux États-Unis. Qu'est-ce que l'histoire du Proche-Orient? Qu'est-ce que l'histoire du Proche-Orient? La différence, c'est que ce sont des Américains. Quels sont les récits de la Bible? Quelle est l'histoire du remplacement? Allez, on va s'interrompre, c'est l'heure du rappel des titres et on se retrouve tout de suite après. Vous prenez un point de départ qui est le nombre de mosquées recensées par le ministère de l'Intérieur. Et vous prenez un site internet qui est Trouve ta mosquée, où c'est pas le nombre de mosquées, c'est le nombre de lieux de culte. Attendez, laissez-moi terminer. Je vais y revenir, vous aurez l'occasion de m'y répondre. Je voudrais dire une seconde chose. Juste sur ce point, nous ne disons pas mosquée. En une, on dit mosquée. Lieu de culte. Non, mais il faut voir quand même. Les deux cartes que nous affichons, nous indiquons très clairement lieu de culte. D'accord, ça aurait été bien de le mettre en première page aussi. Deuxième chose, moi je trouve la couverture à la limite du racisme en fait. Pourquoi? Et je vais vous le dire. Parce que si on avait eu en première page de votre publication ou d'une autre l'invasion des églises ou l'invasion des synagogues, je pense
que les choses ne seraient pas passées ainsi et vous auriez moins de fierté à venir défendre le contenu et la première page. Il y a un vrai problème dans ce pays, c'est-à-dire qu'on se permet des choses avec les musulmans qu'on se permet avec personne d'autre. Et je trouve ça mais totalement à vomir. Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane. Voilà la une du journal Minute du 12 novembre. Un jeu de mots douteux qui n'est pas du goût du parquet de Paris qui a ouvert une enquête pour injure publique à caractère racial. L'hebdomadaire d'extrême droite s'adressait directement à Christiane Taubira, la ministre française de la Justice. À sanctionner. Minute fait allusion aux nombreuses attaques racistes dont Christiane Taubira fait l'objet. Récemment à Angers, des enfants l'ont traité de guenon. La une de ce journal d'extrême droite, malheureusement bien connue, est révoltante. Elle est même insupportable. Cette campagne grossière visant la Guyanaise Christiane Taubira rappelle les attaques et menaces racistes lancées en Italie contre la ministre de l'Intégration, originaire de la République démocratique du Congo. Eh monsieur? Oui. On se connaît, nous? Non. Si, on se connaît, nous. Ah bon? Si. Rivarol? Oui, Rivarol, oui. Ouais, bouge. Hey, bouge. Non. Bouge. Non. Bouge. 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 Avant de vous laisser conclure, juste une dernière question à André Pozokov. Comment peut-on établir le coût de l'immigration quand on n'est pas capable d'établir le nombre d'immigrés? Parce que là, Gourevitch dit, immigrés de première, deuxième génération, là sont tous des enfants d'immigrés extra-européens, européens, c'est de l'ordre de 10 millions. Vous dites, non, c'est de l'ordre de 11 millions. Vous dites 10 millions 800 000. C'est quand même 8%, 800 000 de plus. Pardon. Oui, alors avec la nuance que pour les descendants d'immigrés dont les parents, qui ont un parent immigré, non pas deux, on ne prend que la moitié. Donc en réalité, c'est plus que ça. Mais le chiffre des... Jean-Paul Gourevitch, dans sa monographie, fait des calculs extrêmement savants pour arriver à 9 900 000. Mais d'une manière générale, on a quand même une idée du stock que l'on prenne. On retombe sur les mêmes chiffres. Si on prend l'INSEE aujourd'hui, si on prend la CADES, on arrive à des chiffres qui correspondent à peu près. Là où on nage complètement, c'est sur les clandestins. Sur les clandestins, bon, moi j'ai repris les chiffres de Jean-Paul Gourevitch, qui ne me semblent pas anormaux, mais on a des stocks énormes si on suit ce que disait Sarkozy officiellement. Donc on estime qu'il rentre 50 000 clandestins par an et 200 000 réguliers, 200 000, une immigration régulière, parce qu'il y a des statistiques sur ces rentrées qui sont faites par un rapport annuel sur les étrangers en France au Parlement et sur lequel on peut tabler. Donc on a des chiffres relativement précis. Par contre, ce que l'on ne sait pas, on sait pour les réguliers qui rentrent, on ne sait pas ceux qui s'en vont. Et en particulier les étudiants. On a du mal, on pense que 1 sur 3 reste en France. Mais on n'en est pas certain. On ne les compte pas. Donc ça pose quand même des problèmes de calcul. Ce qui fait que on arrive à un problème qui est celui du solde migratoire. Parce que l'INSEE estime que le solde migratoire est de 40 000. Mais il faut tenir compte aussi, dans ce solde migratoire, des Français qui s'en vont, des 80 000. Donc il faut en tenir compte. Il faut aussi tenir compte de ceux qui rentrent dont on ne connaît pas le chiffre. Donc il faut faire une sorte d'arithmétique complexe, et pas tout le monde est d'accord. Dans mon document, j'arrive en solde net chaque année, en tenant compte des clandestins avec les retours, et en tenant compte de ceux qui partent à partir du solde migratoire, qui est lui-même sujet à caution, j'arrivais à 192 000 entrées par an, à peu près 200 000. Et pour conclure, si on quitte un petit peu les chiffres précis, dans la mesure où, fatalement, il faut quand même avoir une idée assez précise du nombre d'immigrés, quand on évoque en ce moment la polémique du grand remplacement, pour vous, est-ce que vous qui avez étudié, a fortiori, la démographie de manière progressive, de manière diluée dans le temps, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans un phénomène de remplacement de population, pour ne pas employer le terme de grand remplacement qui semble déranger en ce moment? Ouais. Est-ce que vous accréditez plutôt ce terme, ou est-ce qu'au contraire, vous vous inscrivez en faux? Je pense que
Si on regarde les chiffres, on peut trouver que c'est raisonnable. Certains disent même que la France est un pays de faible immigration. On ne demeure pas moins qu'il en rentre 250 000 par an, c'est-à-dire une ville moyenne, une grosse ville moyenne française. 200 000, si on rejoint le chiffre de tout à l'heure. Et puis il faut tenir compte aussi des naissances, et des naissances qui ont un taux en provenance des immigrés et des descendants d'immigrés beaucoup plus haut que le taux des naissances, que le ratio des naissances de la part de Français de souche. Et là, de ce côté-là, effectivement, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce que il y a certainement une progression de cette proportion d'immigrés en France. Alors, cette proportion, pour l'instant, on dit qu'il est autour de 15, je sais qui dit il va jusqu'à 20%. Certes, à ce moment-là, on dit 1 sur 5. Mais dans l'état actuel des choses, et surtout avec ce qui se passe en Méditerranée, à nos frontières, avec la vacuité de l'Europe, de Frontex, on peut redouter que ce que vous dites se passe effectivement. Alors, nous allons passer la parole aux auditeurs. Donc, les questions, je pense, vont plutôt à Jean-Paul Gourevitch, mais bien évidemment, toutes les remarques de Maître Collard sont bienvenues. Je vais en lire plusieurs d'un coup parce que ça permettra aux auditeurs d'être contents et c'est un peu le même sujet. Un auditeur vous demande, j'ai entendu sur Radio Courtoisie un économiste qui disait que l'immigration, compte tenu des intérêts de la dette sur son propre coût, revenait à 100 milliards par an. Il fallait en effet tenir compte des intérêts qui se cumulent. Un autre auditeur, une chose démontre que cette immigration africano-islamique ne rapporte pas d'argent. Il suffit pour cela de déambuler dans Paris, notamment vers la place Clichy ou la place de la Nation. Il y a des milliers d'immigrés plantés là à ne rien faire. La majorité de ces gens ne travaillent pas. Un troisième auditeur. Bonsoir, nos spécialistes ont-ils chiffré le coût de la polygamie ? Il semblerait que l'on trouve des chiffres de l'ordre de 25 000 familles polygames en France et il est vraisemblable que l'on peut multiplier ce chiffre par 2 ou 3. Alors, je voudrais commencer, puisque c'est l'actualité, par ce que j'appelle la fabrique des héros. Lassana Bathily. Connaissez-vous Lassana Bathily ? C'est le héros national maintenant. Il est maintenant français, puisqu'il vient d'être naturalisé par la voie express. Lassana Bathily a un point commun avec Koulibaly, l'assassin de l'épicerie cachère, c'est qu'il est malien et musulman. Bon, alors j'ai lu la relation des faits dans 2 journaux. Et je vois une contradiction immédiate entre le qualificatif de héros qui lui est attribué et ce qui s'est passé. Alors, que s'est-il passé ? Lassana Bathily est un rescapé. Alors, l'épicerie cachère est donc attaquée par ce terroriste Koulibaly. Lassana Bathily, qui est magasinier, est au sous-sol de l'épicerie. Et il voit débouler une partie des clients qui fuient éperdus la menace du terroriste. Alors, il se réfugie avec eux dans la chambre froide. Et il ferme la porte, il se met à l'abri donc, il coupe évidemment le système de réfrigération pour ne pas mourir de froid. Au bout de quelques minutes, il dit « Mais en fait, nous pouvons nous échapper par le monte-charge ». Il sort, au bout de quelques dizaines de minutes, il a quitté les lieux. Alors, il s'est mis à l'abri, il a eu la présence d'esprit de couper la réfrigération. Ça ne me paraît pas... je veux dire, ce qu'il a fait, il n'y a aucun reproche à lui faire. Ce qu'il a fait, s'il devait le faire, je ne vois pas en quoi il a été un héros. Bon. Or, il est considéré comme un héros. La presse dit partout, la télévision, je ne l'ai pas regardé, je suppose qu'on dit Lassana Bathily est un héros. Alors que ce n'est qu'un rescapé, très, très digne d'estime, certainement. Mais enfin, je ne vois pas ce qu'il a commis comme acte héroïque. Et en plus, alors la désinformation va très loin parce qu'on insiste bien dans la presse pour dire c'est un musulman pratiquant. Et il connaissait bien cette réserve réfrigérée parce que c'est là qu'il faisait sa prière quotidienne. C'est les 5 prières quotidiennes. Alors je vois pas comment il aurait fait sa prière quotidienne dans un lieu où il faisait 0 degré. Là franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Bon. Donc on a évidemment la fabrique d'un héros, quelqu'un qui est tout à fait digne d'estime, j'en doute pas. On a donc une manœuvre d'intoxication. Le but est évident. Il s'agit de dire, il y a en face du méchant Koulibaly, il y a le gentil Bathily. Ils sont tous les deux maliens, tous les deux musulmans. Et lui, c'est un pur musulman
qui prie. Il est tellement pieux d'ailleurs qu'il va prier dans une salle réfrigérée. Il faut quand même le faire. Pour un Malien qui a l'habitude des 50 degrés qu'il fait au Mali, c'est particulièrement digne d'estime. Non, tout ça est complètement ridicule. Enfin, c'est un côté cocasse d'un événement atroce. Mais on surprend là les médias sur le fait ils fabriquent de fausses valeurs immigrées. Il faut nous trouver des héros immigrés. Enfin, alors, les Américains qui nous ont donné, par la voix de M. Obama, qui ont donné aux Européens des leçons leur indiquant de mieux intégrer la communauté musulmane. Alors qu'eux-mêmes, à ma connaissance, n'ont toujours pas très bien intégré la communauté noire, dont la criminalité est 10 fois supérieure à celle de la communauté blanche aux États-Unis.